Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le stand de la région Bretagne pour cette conférence Eurolarge Innovation organisée par Bretagne Développement Innovation qui va être consacrée aux enseignements techniques de la 12e édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe qui vient de s'achever. Encore quelques skippers en mer. La ligne ferme mercredi, si je ne me trompe pas. Nous recevons pour faire un état des lieux de cette transat en solitaire. À ma gauche, Xavier Guilbaud, architecte de l'agence VPLP Design, qui a conçu, je crois, une trentaine de bateaux sur les 138 qui étaient au départ de cette 12e édition. Antoine Mermot, président de la classe IMOCA. Olivier Douillard, qui est fondateur de la société M45. Il va nous dire très rapidement ce que fait cette société, peut-être que vous connaissez un peu moins. Éric Levet, architecte pour Marc Lombard Yacht Design, à qui on doit notamment le Lift 2 qui s'est imposé sur cette route du Rhum Destination en classe 40 avec Johan Richaume. Et René Banyuls, architecte pour Renault Banyuls Design, à qui l'on doit notamment, qui a travaillé sur le Sodebo Ultime 3. Messieurs, pour commencer, on va peut-être faire dire un mot à Olivier. Olivier, si tu peux prendre un micro, est-ce que tu peux nous présenter un peu la société M45 qui a été fondée, si je ne me trompe pas, en 2014 ? Oui, bonjour à tous. Alors, en fait, ça tombe bien avec la route du Rhum, parce qu'en fait, l'histoire d'M45, elle est très liée à l'évolution qu'on vit en ce moment dans la technologie sur les bateaux de course au large. Donc, créé en 2014, mais avec beaucoup d'implications avec l'écurie Gitana, qui a commencé en 2016 à avoir un IMOCA avec les premiers foils, et ensuite, on s'est amusé à faire voler un mode 70, et puis ensuite, on est passé encore plus gros avec le Maxi trimaran qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, tout ça, ça a amené un vrai saut technologique qu'on a tous vu, mais en fait, derrière, de cacher, il y a eu énormément d'évolutions en termes de données sur les bateaux. Avant, on faisait de la donnée principalement pour la performance. Performance disait vitesse. Et en fait, aujourd'hui, le nombre de données sur les bateaux a complètement explosé. Et les réponses à apporter sont beaucoup diversifiées. Aujourd'hui, sur un projet ultime, on doit faire 20%, 25% à peu près uniquement de données utilisées pour la performance. Le reste, ça va être la maintenance, ça va être de la sécurité, ça va être de la charge, ça va être de la consommation d'énergie, etc. Donc il fallait adapter les réponses. Et c'est pour ça qu'en 2018, vraiment fin 2018, avec M45, on s'est engagé dans le développement d'une plateforme d'analyse de données pour pouvoir partager les données et valoriser ce qui aujourd'hui, à mon avis, manque encore beaucoup, c'est toute l'expérience qu'on fait en mer qui n'est pas assez valorisée et qui n'intègre pas et qui ne nourrit pas assez tous les acteurs aujourd'hui de l'écosystème. Donc M45, on est là effectivement pour apporter une réponse à un outil et donc à des process après pour valoriser les navigations et analyser globalement toutes les données de navigation principalement à une échelle aussi de la route du Rhum qui peut être de plusieurs jours, voire même d'un Vendée Globe qui est de 40, 50, 60 ou 80 jours sur un tour du monde, ce qui est aussi nouveau et ce que je pense on a tous besoin ici. Donc vous allez avoir beaucoup de travail dans les semaines qui viennent pour analyser un peu toutes les données qui auraient été enregistrées pendant cette 12e édition. Alors j'apporte juste un bémol, c'est qu'effectivement aussi dans la démarche, le but c'est de donner de l'autonomie aux équipes, un accès à la donnée qui soit en toute liberté, qui soit très facilité. Et donc, en fait, mon travail, il est surtout d'accompagner en fait, les équipes à utiliser leurs données plus que le faire moi-même. Donc, et donc, l'évolution d'M45 est aussi passée d'une société de service à une société d'édition de logiciels qu'on est aujourd'hui. Et l'autonomie d'accès à l'information, pour moi, il est fondamental, surtout sur des équipes qui, aujourd'hui, se retrouvent avec des bateaux qui sont peut-être un peu surdimensionnés, ou du moins, enfin, on va dire surdimensionnés, et qui demandent beaucoup par rapport aux capacités humaines des équipes en général. Donc il faut placer de nouveaux outils et on est là pour les accompagner. Messieurs, on va faire un petit premier tour de table pour faire un peu un bilan global de cette 12e édition de la Route du Rhum Destination en Guadeloupe. On va peut-être commencer avec toi, Renaud. Renaud, toi, tu étais plus impliqué sur la classe ultime. Quelle est un peu la big picture, l'image générale de cette 12e édition de la Route du Rhum concernant cette classe ultime ? L'image générale, on l'a tous vu. Il y a la victoire incontestable et superbe de Charles Caudrelier avec Gitana. Certainement le bateau et l'équipe et la préparation la plus aboutie.
Par contre, aussi un jeu assez passionnant avec des bateaux qui restent à une distance qui sont tout à fait, en tout cas, agréables à voir régater, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que les distances qu'il y a eu entre les 3 premiers bateaux, c'est des distances qui sont vraiment à l'échelle d'une prise de riz, à l'échelle d'un positionnement d'un empannage, et que du coup ça donne du jeu, ça montre qu'il y a du jeu dans cette classe, avec Bangpop qui a manqué à l'appel, mais bon, ça fait malheureusement partie du jeu. Donc quand même une classe qui petit à petit devient quand même assez aboutie, avec le niveau qui se resserre, et aussi avec des conditions quand même assez fortes, assez difficiles. Donc aujourd'hui plutôt une belle régate pour nous, surtout une régate d'apprentissage de mon côté. Pourquoi ? Parce que faut savoir que pour la classe ultime, il y a vraiment des objectifs définis. Pour le team Sodebo et pour Thomas, le Rhum et le Tour du Monde sont les objectifs principaux de la campagne. Donc il finit sur un podium, mais surtout avec 7 jours de régate, avec un apprentissage très fort, beaucoup de données, beaucoup de mesures, beaucoup de choses intéressantes. Nous, depuis cette année, on est impliqué au-delà seulement du design, on est impliqué aussi sur l'analyse directe du fonctionnement du bateau. Et cette route du Rhum, elle nous a permis vraiment de voir plein de choses, de faire déjà un premier rapport qui fait qu'au retour, le bateau a pu mettre à profit le convoyage retour pour essayer une nouvelle chose et continuer à progresser pour la suite. Eric, toi, pour ce qui est de la classe 40, quel est un peu ton regard sur cette 12e édition ? Quel est le bilan général de cette... Après, on va rentrer à peu près après dans le détail de chaque classe, mais pour toi, quel est un peu le bilan général de cette 12e édition de la Route du Rhum ? Alors la classe 40, nous on connaît bien puisque ça fait 15 ans qu'on en fait. Il se trouve que c'est un peu l'avènement des dernières évolutions de Karen qui sont évidemment devant. Et ça chez tous les archis. Voilà, tout se passe plutôt correctement. Enfin, en tout cas, chez nous, on a essayé de faire des bateaux assez costauds en structure pour que des programmes assez courts de préparation, comme celui d'Audrey Chaume, puissent passer du premier coup. Et donc, ça a marché. Donc, on est forcément assez content. Voilà, pas grand-chose à dire. C'est une classe qui est assez simple. C'est les bateaux les plus simples de la flotte, qui fixent, ballast. Voilà, bisafran, il n'y a pas de foil, il n'y a pas d'hydraulique. Enfin, c'est très, très simple. Avec 55 bateaux au départ cette année, 38 en IMOCA, c'était un record comme en classe 40. Antoine, j'imagine que pour toi le bilan général de cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe est largement satisfaisant. Bah oui, tout à fait. C'est vrai que 38 bateaux au départ, on en avait 20 il y a 4 ans et 9 il y a 8 ans. Donc on est quand même sur une croissance importante de notre classe. Nous, dans les bilans, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu 4 abandons sur 38, donc ça fait à peu près 11-12%. Alors qu'il y a 4 ans, on avait 4 abandons sur 20, donc on était à 25%. Donc on a divisé aussi par 2, donc on a multiplié par 2 le nombre de flottes et on a divisé par 2 le pourcentage d'abandon. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Et après, dans les grands enseignements, ce qui est intéressant, puis d'ailleurs, c'est peut-être justement le thème de cette conférence, c'est qu'on avait 7 bateaux neufs au départ, et les 7 bateaux neufs à l'arrivée, et surtout 4 qui ont vraiment joué dans le top 5. Et donc ça, je crois que c'est vraiment intéressant, parce que donc là, on est une conférence sur le milieu, l'écosystème breton de course au large. Et on ne pensait pas forcément qu'on soit capable d'arriver à mettre au point des bateaux, ou en tout cas à permettre qu'ils jouent la performance aussi rapidement. Mais on voit que ça a été le cas, et ça a été le cas parce que justement l'ensemble de l'écosystème était à la hauteur de tous les fournisseurs, de la structure des bateaux, de la façon d'analyser la performance. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans le passé. C'est-à-dire que chacun à notre niveau, ou en tout cas dans notre spécialité, on essayait de faire du mieux qu'on pouvait, mais aujourd'hui on voit que dans tous les domaines, il y a une maturité qui permet d'amener des machines, je dirais, extrêmement pointues, rapidement au point, quelle que soit, je dirais, l'implication des différentes sociétés dans notre milieu. Et ça c'est vraiment un point remarquable sur cette route du Rhum, et qui est à mettre en avant, et en particulier dans cette conférence ce matin.
On va en reparler effectivement. Xavier, on finit ce tour de table avec toi. Vous étiez impliqué sur 5 des 6 classes en jeu sur cette route du Rhum. Toi, tu es plus spécialisé un petit peu sur les trimarans ultimes notamment. Quelle est un peu, toi, l'image générale que tu gardes de cette 12e édition de la route du Rhum? Plutôt positive. Hein. Il y a des hauts et des bas, forcément. Mais globalement, super positif. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Renaud tout à l'heure. C'est vrai que le bilan de la classe ultime, il est quand même excellent par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Je pense qu'il y a 4 ans, si on avait su ce qu'allait se passer cette année, on aurait tous signé. Voilà, il y a effectivement eu une vraie régate sur l'Atlantique en mode vol sur 50 ou 60% de la traversée. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Avec un niveau, une préparation des bateaux, une préparation des équipes et un engagement des skippers, je pense, qu'on n'imaginait pas. Donc voilà, effectivement, il en manquait un pour se battre dans le top 4 à l'arrivée. On sent que dans la classe, il y a un peu 2 classes qui sont en train de se former. Il y a effectivement les vrais bateaux volants que sont les 3 premiers plus Bank Pop. Et une classe, et les autres qui essaient de s'accrocher aux branches, qui seront sûrement là sur le Tour du Monde l'année prochaine, parce qu'il y aura d'autres problématiques sur un parcours comme celui-là. Mais voilà. Donc globalement, sur la classe ultime, très positif. Je pense que sur l'ensemble des classes, c'est plutôt positif aussi. Il y a eu une régate à tous les étages. En IMOCA, on en parlait, je crois que c'est pareil. Il y a eu une grosse lutte sur l'avant de la flotte. En multi 50, pareil. Donc voilà, bilan plutôt très positif globalement. Antoine, tu le soulignais, 34 bateaux, 34 IMOCA à l'arrivée sur 38 au départ. En ultime, les 8 ultimes ont franchi les lignes d'arrivée. En Ocean 50, 7 sur 8. Il y a eu juste un chavirage, malheureusement pour lui, de Thibaut Vauchel-Camus. En classe 40, un petit peu plus d'abandon, je crois. Ils sont 37 à être arrivés sur 55. On a l'impression que toutes ces classes arrivent quand même à maturité. Toi qui suis bien la classe ultime, on se souvient de l'édition précédente qui avait été pas désastreuse, mais qui avait été un peu difficile pour la classe, qui a su rebondir derrière. Comment tu vois ça? Comment tu expliques? C'est plus de professionnalisation? On parlait de données, peut-être que Olivier va en dire un mot aussi. Est-ce que le fait d'avoir plus de données qui peuvent peut-être prévenir davantage les avaries entre en ligne de compte? Comment tu vois ça, Xavier? Les données, bien sûr, c'est une grosse partie de ces bateaux-là et de notre métier du coup aujourd'hui à tous les niveaux, aussi bien comme disait Olivier tout à l'heure en performance mais aussi en structure beaucoup. C'est vrai que la route du Rhum il y a 4 ans elle a permis de prendre sans doute un peu plus conscience des efforts engendrés sur ces bateaux-là aux vitesses auxquelles ils vont dans de la mer. Faut savoir qu'il y a 10 ans les bateaux ils allaient à 18-20 nœuds au près. Aujourd'hui, on est capable de voler à 32 nœuds, à 50 du vent, à 52 du vent. Donc les efforts sont colossaux. Hein. Les efforts sur la structure, sur les dessous de bras et les dessous de flotteurs sont vraiment importants. Donc voilà, on a beaucoup progressé ces 4 dernières années. Je pense que les différentes classes qu'il y a eu ont permis d'échanger beaucoup entre les teams, entre les archis, entre les ingénieurs structure. Et on a essayé de mettre un maximum de choses en commun pour progresser et rebondir et être plus fort. Et voilà. Et donc c'est plutôt bénéfique. Et il y a encore du chemin, évidemment. Je pense qu'on sera content d'être là dans un an, voire un peu plus, une fois que le tour du monde aura été fait. Ça, c'est encore une étape supplémentaire à franchir. Mais déjà, voilà, d'avoir les 8 bateaux à l'arrivée, dans l'état dans lequel ils sont arrivés, c'était inespéré et on est plutôt très satisfait, quoi. Olivier, parlons justement des données. Comment sont un peu instrumentés les bateaux aujourd'hui en ultime? Comment vous, quand vous échangez avec les différents armateurs, comment ça se passe? Comment sont instrumentés les bateaux? Quelles données vous recevez? Alors, des données, comme j'ai dit, il y en a de différents types. Alors, je vais juste faire une petite aparté sur notre histoire de la route du Rhum avec M45. C'est qu'en fait, qui est un peu significatif. Alors, je vais mettre un tout petit bémol, je pense, sur l'exploitation qu'on en fait et le partage qu'on en fait encore aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et notamment, nous, il y a eu quelque chose de très caractéristique, c'est
On a, durant l'année, enfin la saison, on avait en gros, on va dire, une quinzaine d'analyses sur la plateforme qui est faite par semaine. Et en fait, à 2 mois de la route du Rhum, on est passé à 120 analyses. Et en fait, on a le sentiment que les équipes, quelque part, elles sont un petit peu réveillées. Donc les besoins étaient là, les questions étaient là, ils savaient que les réponses étaient dans les données. Et en fait, ils n'avaient pas pris le temps ou la démarche pour pouvoir aller les chercher durant la saison. Donc je pense qu'il y a quand même malgré tout, en termes de préparation, des choses à changer. Les bateaux naviguent peut-être pas assez, ou du moins il y a des méthodes à changer pour que l'apprentissage se fasse plus régulièrement. Voilà. Donc après, sur le type des données, elles sont effectivement très très variées. Et il y en a une que je retiens et qui va dans le sens aujourd'hui, c'est qu'effectivement les bateaux vont de plus en plus vite. Et ce qui a augmenté, c'est le dynamique subi par les bateaux. Et les exemples de mesure du dynamique qu'on peut faire grâce aux centrales inertielles aujourd'hui de haut niveau, elles sont très importantes. Elles ont été dimensionnantes sur la route du Rhum il y a 4 ans, avec l'expérience qu'on avait fait avec Gitana, qui avait montré qu'effectivement le dynamique prévu n'était peut-être pas à la hauteur. On l'a revu il n'y a pas longtemps sur un autre domaine qui est la Coupe de l'Amérique avec la C40 qui a explosé malgré des dynamiques qui étaient dimensionnées sur la C75. Et en fait, c'est la C40 qui a explosé ce dynamique-là qu'ils n'avaient pas prévu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des données qui sont très dimensionnantes pour tout l'écosystème. Et moi, je milite, on en a parlé un peu pour ce partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des données qui vont dimensionner énormément de choses sur à la fois la fiabilité de la classe et la performance de la classe. Et ces données-là, pour moi, elles doivent être partagées, elles doivent être officielles. Et principalement, il n'y a pas de problème de confidentialité. C'est quelque chose qui est le point d'entrée de toutes les simulations et de tous les calculs. Et le dynamique aujourd'hui subi par les bateaux devrait être, à mon sens, partagé et être un nouvel architecte qui arrive dans la classe aujourd'hui. Il devrait être capable de prendre qui est-ce qui est dimensionnant aujourd'hui pour pouvoir le faire et que collectivement, on vit aujourd'hui quelque chose, un petit boom des différentes classes parce qu'elles sont toutes un peu en euphorie. Par contre, il faudrait en profiter justement pour rationaliser peut-être un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, effectivement, partager le dynamique sur les centrales inertielles, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très dimensionnant. Et après, ça, c'est collectivement et individuellement au niveau des équipes. Il y en a beaucoup qui ont ramené, même en classe 40, des conditions de navigation très dures. C'est-à-dire que le ressenti des marins aujourd'hui, il paraît quand même, et l'engagement paraît assez fort. Il y en a qui sont rentrés en avion, je crois, plutôt que ramener le bateau. Ils en avaient marre. Donc, et là, collectivement, il y a des choses aussi à faire pour développer la connaissance. C'est-à-dire que quand on est dans un milieu hostile, si on a la connaissance de ce qui se passe, en fait, la pression non et la peur diminuent. Et aujourd'hui, les alarmes, par exemple, elles sont positionnées sur des dimensionnements plutôt théoriques, alors que si elles sont dimensionnées sur l'expérience de vie du skipper et de son bateau, en fait, tant que l'alarme ne sonne pas, il sait qu'il est dans un domaine connu par lui, qu'il a déjà expérimenté. Et à ce moment-là, sa crainte, sa peur, elle diminue beaucoup et la pression qu'il met, il n'est pas dans l'inconnu. Si elle sonne, il rentre dans l'inconnu et il met en place ce qu'il faut pour pouvoir aller le gérer. Et donc tout ce partage-là et la notion de dynamique qui est aujourd'hui très importante sur tous les bateaux, à la fois individuellement et collectivement, je pense que c'est vraiment une donnée très importante aujourd'hui. Renaud, toi qui travailles avec l'équipe Sodebo, comment vous travaillez ces données, vous, avec l'équipe de Thomas Coville? Combien de capteurs vous avez à bord du bateau? Qu'est-ce qui est mesuré? Raconte-nous un peu comment vous travaillez cet aspect-là. Alors, beaucoup de choses. Alors, c'est pas à moi qu'il faut demander combien de capteurs exactement, parce que je pense que je ne sais même pas. En moyenne, Olivier, tu sais, sur un ultime, à peu près combien de... Ah ouais, alors après, on mélange un petit peu les capteurs, les données, en fait, tout ça, c'est un peu... Mais entre 600 et 800, avec des fréquences qui peuvent aller de 1,5 Hz jusqu'à 50 Hz, on va dire. Et la vraie question, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? On sait tous ici que la dynamique d'un navire, c'est quelque chose de complexe, pas quelque chose de facile à analyser. Ça, c'est le 1. Et puis le 2, Olivier a mis l'accent sur un truc très important, c'est le temps de navigation. Les ultimes, c'est l'extrême, dans le sens où il y a énormément de choses à régler sur un ultime. Ce qui fait que sur un ultime, si vous prenez tous les réglages potentiels que vous pouvez utiliser sur un tour du monde, ça fait 180 millions de points environ. Quelqu'un qui navigue beaucoup avec des sessions de navigation toute l'année extrêmement organisées, il va réussir à faire
allez, 6 000 à 7 000 points de navigation. Donc ça veut dire que de toute façon, même en mesurant, on se retrouve avec énormément de choses qu'on n'a pas pu tester, qu'on ne maîtrise pas. Et en plus, c'est mal foutu la voile, parce qu'on fait beaucoup de régates de portant, et quand on s'entraîne, on fait beaucoup de pré. Pourquoi? Parce que le pré, c'est plus long, il y a plus de distance à parcourir, on va moins vite. Et donc finalement, on se retrouve avec énormément de points au pré, et quelquefois pas assez de points au portant. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est que finalement, un des objectifs majeurs pour ces bateaux-là, pour notamment la classe ultime, c'est un tour du monde en solitaire. Et finalement, c'est quoi? C'est le dynamique dans l'océan Indien, et on n'y va jamais dans l'océan Indien. Donc il y a énormément de choses que l'on ne sait pas, qu'on doit découvrir et qu'on doit extrapoler. Donc même si les mesures sont fondamentales, il faut absolument qu'elles soient en hybridation avec de la simulation, on n'a pas le choix. Eric, est-ce qu'en classe 40, on travaille aussi beaucoup avec des données ou on est quand même pas au niveau des ultimes des IMOCA? La classe 40, c'est la classe du pauvre, alors il n'y a pas beaucoup de données. Non, il y en a un petit peu. Après, Olivier ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a c'est quand même des budgets beaucoup plus faibles et que par exemple, il y a quelques bateaux qui ont mis des capteurs de tension d'étai, mais il y en a très très peu. Donc voilà, on est vraiment au balbutiement du truc. On est très très loin de la classe ultime et de la classe IMOCA pour ça. Par contre, ça n'empêche pas de faire évoluer les bateaux et nous on apprend chaque création et donc par rapport à il y a 4 ans, les nouveaux bateaux, c'est comme toutes les classes, ils vont de plus en plus vite, ils sont de plus en plus inconfortables, ils prennent de plus en plus de dynamique. Donc en gros, on fait monter les coifs de sécu pour que ça passe encore, quoi. Mais effectivement, on n'est pas du tout dans le niveau d'expertise et de mesure des grandes classes. Antoine, on parle de données, il y a aussi des équipes aussi, notamment en IMOCA, quand même de mieux en mieux préparées. On a l'impression que plus les années passent, plus la classe devient vraiment professionnelle. C'est de façon générale, hein, parce que l'introduction de ta question, c'était quand même de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, les bateaux sont plus fiables, vont plus vite et ainsi de suite. Mais pour moi, le principal point, c'est l'augmentation des budgets. Parce que si on regarde depuis 2014, je dirais, peut-être moins en classe 40, mais en tout cas dans les catégories plus professionnelles, les budgets ont sensiblement augmenté. Mais ils n'ont pas augmenté avec des gens qui roulent en Ferrari. Ils ont augmenté en étant dépensés et à tous les niveaux du jeu. C'est-à-dire que les bateaux aujourd'hui dans les chantiers, ils sont plus chers à construire, mais la qualité en a vraiment, a vraiment augmenté. C'est-à-dire que l'ensemble du travail qui a été fait par les différents chantiers pour améliorer le suivi de construction, pour mieux former, pour mieux construire, il a porté ses fruits. Donc c'est des bateaux qu'on met à l'eau et qui sont globalement fiables. Au niveau du design, on arrive à donner, grâce aux data, des données d'entrée qui sont plus intéressantes, plus fiables. Et derrière, je dirais que pendant très longtemps, les designers, c'était un peu les parents pauvres, parce que globalement, le coût de design était assez sous-évalué par rapport au temps que ça leur prenait. Donc il y a eu le coût, je dirais, des études qui a largement augmenté, mais qui s'est plutôt remis à un niveau raisonnable. Et donc les bureaux d'études ont plus de moyens, et donc ça permet d'avoir plus d'ingénieurs, de mieux travailler les simulations, d'avoir aussi un travail, je dirais, fondamental de fiabilisation, de développement des logiciels, qui permet aussi derrière qu'effectivement, quand on conçoit un bateau, on arrive beaucoup plus rapidement à un bateau qui est, entre guillemets, fiable et performant, ou qui ressemble en tout cas à ce qu'on a pu simuler. Et après, l'ensemble des fournisseurs, c'est pareil. On avait, par exemple, en 2008, on a eu le Vendée Globe qui était assez catastrophique. Il y avait 19 bateaux neufs et il y en a 3 à l'arrivée. Et finalement, la quantité, elle nous avait planté parce que finalement, comme on était tous un peu pas assez solides, on s'était fait dépasser par la quantité de travail. Alors que là, on est sur de la quantité, mais l'ensemble des fournisseurs a réussi à assumer la quantité. Parce que justement, que ce soit les voiliers, que ce soit les gens qui fournissent les hooks, que ce soit les gens qui font de la sécurité, ou ainsi de suite, tout le monde, je dirais, gagne relativement raisonnablement bien sa vie pour avoir des entités qui sont assez solides et qui permettent de fournir en quantité et en qualité à la hauteur de ce qu'on demande. Et en fait, cette route du Rhum, le film, c'est qu'il y a 138 bateaux au départ, que dans toutes les classes, il y a du succès, qu'on n'a jamais été aussi vite et que la qualité générale, elle est vraiment au rendez-vous. Et la principale raison, c'est que globalement, on arrive à dégager plus de budget et que ce budget, il a été intelligemment utilisé pour que l'ensemble des fournisseurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Et donc le résultat, pour moi, il est surtout là, de cette route du Rhum.
Oui, effectivement, dans toutes les classes, les temps de référence ont été battus sur cette 12e édition. Il y a quand même eu quelques avaries, notamment en classe IMOCA. Il y a eu 2 dématages, ceux de Bureau Vallée et de groupe Apicil. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des réponses sur ces dématages? Est-ce que vous avez les causes? Apicil, il a tapé un cargo. Donc, a priori, le cargo, il a arraché sur le côté tribord, donc le tirant de l'outrigger. Donc, du coup, le mât, il est tombé. Après, sur le cas de Bureau Vallée, c'est un petit peu plus complexe parce que c'était un mât qui a été cassé en fait, et qui était un mât de près, donc un mât qui a été manchonné. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment encore fini les investigations, mais le truc, c'est que ce mât, on l'a contrôlé une fois avant de le mettre sur le bateau, donc au mois d'avril. Après, il a fait les 2 courses de mai et juin qui étaient quand même assez sollicitantes. On l'a recontrôlé entièrement au mois d'août, et a priori il était en bon état. Et après, quand il a dématé, il était Dory J3, qui n'est pas du tout un cas critique pour le tube. Et pour l'instant, les pistes qu'on a, c'est que c'est le tube qui aurait cassé. Donc j'avoue que pour l'instant, on n'a pas encore fini les investigations, mais c'est en cours. Enfin, on va continuer mais c'est sûr que nous, les mâts, c'est un sujet en IMOCA, parce que à la base, le mât, c'est un peu le fusible du bateau. Et après, c'est vrai que le jeu, c'est d'arriver à créer du couple de redressement dynamique grâce au foil, jusqu'à une certaine limite qui est apportée par le mât. Alors, ça serait mieux si c'était une autre pièce sur le bateau, mais c'est difficile d'en trouver une autre. Donc, l'objectif des skippers, c'est de naviguer à la limite de la zone orange. Comment bien la définir et quel est l'intérêt de la dépasser ou non? Donc, on est... C'est un peu un sujet, un sujet de fond avec l'IMOCA. Là, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a mis une limite haute globalement de surface de foil. Donc ça pourrait éventuellement nous donner une limite haute de writing moment qu'on serait capable de créer. Et c'est vrai qu'en parallèle de ça, ça pourrait être intelligent d'augmenter les coefficients de sécurité du mât à partir du moment où on a réussi à caper le couple que le bateau est capable de produire. Mais donc c'est les discussions qu'on a en ce moment. Mais c'est vrai que ce qui est difficile, c'est dans la gestion d'une classe, c'est d'arriver à gérer une transition et d'évoluer. Parce que quand on a des règles du jeu qui sont posées, dans d'autres sports mécaniques comme la voiture par exemple, d'une année à l'autre ils refont des voitures, donc c'est assez simple. Si nous on refaisait l'ensemble de la flotte à chaque fois, les bateaux ils seraient sûrement très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous, la difficulté, c'est de gérer la continuité, parce que finalement on fait évoluer les règles tous les 4 ans, mais les bateaux ils servent pendant 20 ans, donc on est souvent limité par l'existant, qui d'un côté nous donne l'expérience, mais d'un autre côté notamment les histoires des foils d'Apivia et de Bureau Vallée, c'est typiquement ces sujets-là. C'est que d'un côté, il a fallu diminuer, mais d'un autre côté, c'est très difficile de revenir en arrière sur des investissements lourds. Donc on essaie de trouver le juste équilibre, mais c'est pas toujours simple. C'est toujours simple de voir le mauvais côté des choses, mais c'est pas toujours simple de trouver les bonnes solutions. Eric, de votre côté, vous avez, avec les Lift 2, terminé à la première avec Johan Richaume et à la 3e place avec Corentin Douguet en classe 40. Il y a eu un dématage pour Aurélien Ducrot. Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé? Est-ce que vous avez pu avoir un retour technique sur cette avarie? Oui, on est à peu près certain de ce qui s'est passé. Il y a eu l'avarie d'Axel. Il n'a pas dématé, mais voilà. Et ensuite, pour Aurélien, on n'a pas récupéré les éléments, mais Amélie a l'élément qui prouve qu'on sait ce que c'est, et que voilà, c'est très très certainement un barreau de barre de flèche un peu sous-dimensionné, et ça c'est lié à l'augmentation des conditions de dynamique sur les bateaux, les raideurs qui augmentent. C'est aussi lié sans doute à des petits détails, c'est toujours pareil, c'est de la mécanique, et ça se loge souvent dans des trucs, et sans doute des longueurs de gréement peut-être un peu trop longues, qui fait que le barreau déjà à l'origine bosse un peu pas très bien, et qui fait qu'il vieillit trop vite, et que ça finit par casser. Xavier, sur les 8 ultimes, il y en a un qui a fait demi-tour et qui est reparti, c'est Banque Populaire 11 d'Armel Lecléache qui a abîmé sa dérive. Est-ce que là aussi vous avez déjà un retour de la part du team pour savoir ce qui s'est exactement passé? Pas encore, pour être honnête. Enfin, on investigue.
C'est en cours d'analyse. C'est un peu tôt pour dire. En fait, il y a plein de pistes, hein, évidemment. À ce niveau-là, on est sur des charges assez importantes. On avait déjà eu des soucis avec une précédente dérive. Donc on a pas mal, grâce à ce premier retour d'expérience, on avait pas mal modifié un peu nos cas de chargement, nos coefficients dynamiques. Visiblement, ça n'a pas suffi dans ce cas-là, mais on a d'autres dérives qui sont un peu basées sur le même principe et contenues. Donc on est un peu on est en train d'analyser tout ça. Il y a des pistes. Il y a une dérive à refabriquer bientôt, donc il va falloir trouver vite. Voilà. Si on fait une analyse un peu classe par classe rapidement, en ultime victoire du Maxi Edmond Rothschild avec Charles Caudrelier, Olivier, tu connais bien ce team. C'était un peu une victoire qui était annoncée, même s'il y avait beaucoup d'aléas sur une transat en solitaire comme ça. C'est un peu la victoire d'une méthode, d'une progression d'un bateau qui est aujourd'hui très, très abouti. Ah bah c'est sûr, oui. Alors après, faut pas. Comme l'a dit Charles souvent, c'est une histoire d'équipe. Et ça, c'est vraiment une victoire d'équipe qu'il faut mettre au profit de toute l'équipe et toute la continuité durant ces années. Après, c'est une victoire parmi d'autres, j'ai envie de dire aussi, parce que quand même Charles, Franck et tout ça, ils en ont gagné quand même un petit paquet depuis. Donc ça, c'est vraiment super. Mais après, il faut pas oublier non plus le skipper, parce que c'est pas le tout d'être favori. Après, il faut dérouler la copie et puis la faire parfaitement. Et je crois que là, il a réussi à monter le niveau très haut. Il a été leader. À un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il est reparti dans l'Ouest au niveau des Açores, là, vis-à-vis de François, quand ils n'ont pas réussi à passer vers les Alizés, là, il a été le premier et très fortement, il a imposé son rythme et il a été chercher le front et il est repassé, il est reparti devant et il a creusé un peu. Donc voilà, le niveau de jeu était très élevé. Et il est très élevé dans tous les skippers là, ont vraiment un niveau de jeu très élevé, que ce soit en IMOCA et en classe 40 aussi. Donc effectivement, ça apporte une pierre. Et puis la route du Rhum est symbolique, donc c'est assez fondatrice pour l'équipe, l'écurie Gitana. Et je crois qu'ils ont annoncé des choses, donc c'est vrai que c'est bien, c'est une belle étape. Xavier, vous avez conçu SVR Lazartigue, le bateau de François Gabard qui termine deuxième. Quand vous comparez un peu les deux bateaux, vous avez l'impression de vous être rapproché de Maxi Edmond Rothschild par rapport à la Transat Jacques Vabre l'année dernière? Oui, ça c'est sûr, mais je pense que tous les bateaux ont progressé. Hein. On a bien vu, je pense que le rythme sur cette Transat, il était vraiment plus important. Je n'ai pas les chiffres en pourcentage ou d'augmentation de performance par rapport à ne serait-ce que l'année dernière, mais c'est sûr que, comme on l'a dit déjà, Gitana, il a été mis à l'eau en 2017, donc c'est sa 5e année d'utilisation. Il a énormément progressé, bien sûr, mais en plus, toute l'équipe a progressé. Le bateau est extrêmement fiable. Et je pense que Charles l'a dit lui-même à l'arrivée, il me semble, qu'il a vraiment exploité son bateau à 100% du premier jour jusqu'à la fin, quoi. Et il n'a eu aucun souci technique. Donc ça, c'est quand même assez génial. C'est une prouesse de préparation du bateau, de l'équipe technique. Voilà, nos bateaux, pour parler d'eux, SVR et Banque Populaire 11, c'est des bateaux qui ont été mis à l'eau l'an dernier. Donc oui, ils ont un potentiel énorme, qu'on pense important, et ils en sont qu'au début de leur développement. Donc on est plutôt content des résultats sur cette transat, et c'est plutôt prometteur pour la suite, quoi. Renaud, du côté de Sodebo Ultime 3, c'est un bateau qui a eu des nouveaux foils cette année. Est-ce que tu as l'impression que le bateau est plus performant, et comment tu juges un peu sa prestation d'ensemble sur cette route du Rhum? Alors déjà, c'était quelque chose de très nouveau pour moi, parce que c'est la première fois que je vis une route du Rhum de l'intérieur, c'est-à-dire que d'avoir en live toutes les données du bateau. Donc déjà, on se rend compte de l'enjeu, de l'engagement du skipper, de l'enjeu de tous les éléments stratégiques, manœuvres, d'être le premier, de sa positionnement, décider de prendre le front, de savoir où c'est qu'on prend le front, des manœuvres que ça amène, des milles que ça engage de manœuvrer dans ces conditions. Et donc du coup, c'est un apprentissage qui est assez faramineux, parce qu'on redevient une petite chose, hein, se dire, voilà, on a gagné un petit peu sur le papier, mais en fait, il y a un engagement des marins qui est énorme. Et là, on parle de plusieurs dizaines de milles à chaque fois. Donc quand on voit les écarts
ça nous relativise un petit peu notre poids sur une course en solitaire. Après, oui, on est content. Enfin, je pense que Thomas est content du bateau, est content de son évolution. Après, l'évolution du bateau de Thomas est quand même liée à quelque chose qui a changé, qui est simple. Hein, c'est que le bateau de Thomas devait sortir l'année du Tour du Monde en solitaire. Donc, il y a des choix qui ont été faits clairement dans l'objectif de faire un Tour du Monde à la fin de l'année, avec un peu de radicalité sur certains, qui fait que le bateau, pour vous donner peut-être quelque chose qui va surprendre, mais cette année, c'est la première fois que le bateau a la configuration de ce qui avait été dessiné dans l'avant-projet en 2015. Voilà, donc voilà, les moyens, le temps, les choix qui ont été faits stratégiques par rapport à ce premier Tour du Monde, il a fallu petit à petit, étape par étape, faire évoluer le navire. Aujourd'hui, Thomas est parti en disant « j'ai un navire pour gagner, ça tient qu'à moi », avec des éléments que l'on sait où on a encore du chemin pour progresser, des éléments où on se sent très à l'aise, où Thomas se sent très à l'aise. Donc voilà, c'est à toute l'équipe à continuer à progresser pour être de plus en plus compétitif. Ouais, tu le disais, ce bateau avait été effectivement conçu pour un tour du monde en solitaire, une course au tour du monde en solitaire qui devait avoir lieu en 2019. Elle aura lieu en 2023 finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, ces bateaux sont mûrs pour faire un tour du monde, une course en tour du monde en solitaire, selon toi ? Mûrs, je pense oui. Moi, je les encourage à y aller, à faire des Jules Verne le plus possible, parce que plus on testera les bateaux, plus on aura de garanties qu'ils vont arriver au bout. Les bateaux, me semble, il y a eu des tentatives de Gitana et de Sodebo, de Jules Verne, qui ont été avortées, mais pour des raisons qui sont vraiment de l'ordre du détail. Il n'y a pas eu de situation, en tout cas pour Sodebo, c'était vraiment un petit problème de filetage de safran, de palier de safran. Bon, ça a des grandes conséquences, hein, quand on a le palier de safran qui saute dans l'océan Indien, c'est pas facile. Mais du coup, je pense que les bateaux sont aboutis. Ce qui change par rapport effectivement à cette époque de mise à l'eau de ces bateaux-là, c'est qu'aujourd'hui, on est persuadé qu'on peut faire une grande partie du Tour du Monde volant. Il reste une incertitude pour tous qui est l'océan Indien suivant les conditions. On a bien vu que dans les tentatives précédentes de Jules Verne, il y avait, comme qui dirait, un petit ralentissement des moyennes quand on rentrait dans l'Indien. Donc on a travaillé, j'imagine, tous dans ce sens. Ce sera la surprise. Olivier, toi qui connais aussi ces bateaux, comment est-ce que tu sens qu'ils sont aujourd'hui mûrs on rappelle, pour une utilisation en solitaire, hein, ça sera une course autour du monde en solitaire l'année prochaine. Je pense que la maturité elle vient. Après, effectivement, il y a encore le point faible ou un point de faiblesse qui sont les appendices, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui ont cassé dernièrement sans choc, même sur le retour de la route du Rhum. Donc ça reste un peu un point clé qui est à la fois de la connaissance qui se développe et puis à la fois un petit peu de réussite aussi. Donc voilà. Après, les bateaux, ils ont le niveau, je pense, pour le faire. Quelque part, on les idéalise aussi un petit peu, mais moi, j'ai beaucoup, c'est pas une histoire de respect ou de catégorie, mais il y a un engagement beaucoup plus fort pour ceux qui font la route du Rhum en multi 50 qu'en ultime. C'est pas du tout le même jeu. Par contre, les gars en multi 50, ils ont un engagement physique qui est quand même assez exceptionnel. Ce qui fait que malgré tout, ces grands bateaux amènent aussi de la sécurité, de par l'inertie, de par la largeur, de par la hauteur à la mer, etc. Donc je pense qu'ils sont capables de le faire. Ils ont le niveau pour le faire, on a la connaissance pour le faire. Donc s'il y avait un petit Jules Verne avant le tour en solo, je pense que tout le monde serait content et ravi. Voilà, on verra cet hiver s'il y en a un qui y arrive, qui peut partir et qui y arrive. Bon, en tout cas, c'est au programme du Maxi Edmond Rothschild. Xavier, toi, vous avez aussi travaillé au sein de VPLP Design sur l'Ocean 50 Coesio, qui a remporté cette 12e édition avec Erwan Leroux à la barre. Il y a eu un gros match contre Arkema, le bateau de Quentin Vlaminck. Est-ce que c'était un peu deux concepts différents, ces bateaux ? On a vu qu'Arkema 4 a un peu dominé la première partie dans des conditions plutôt près. Erwan Leroux a pris l'avantage dans les alizés au portant. C'est un peu deux concepts différents, ces deux bateaux ? C'est effectivement deux pistes, enfin deux orientations un peu différentes. Nous, on a vraiment très axé
le design sur la légèreté, et je pense qu'on a la plateforme la plus légère de la flotte, en se disant que en fait, dans un premier temps, on faisait le bateau le plus léger pour être rapide au portant, et qu'on aurait toujours moyen d'utiliser le crédit de masse pour améliorer l'aéro dans un second temps. Donc effectivement, en aéro, la plateforme, elle n'est pas du tout optimum, elle est loin de celle de Quentin, mais voilà, c'est la prochaine étape. Donc le pari de ce point de vue-là était réussi, même si ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il y a eu vraiment une belle régate. Effectivement, la première partie du parcours, c'est du près et dans de l'air. Et là, Quentin a réussi à tenir un rythme assez incroyable. On l'imaginait pas, peut-être naïvement, mais on l'imaginait pas tenir ce rythme-là. Et voilà. Et ensuite, quand il a fallu allonger dans les alisés les 3-4 derniers jours, là, Erwan Leroux avait un petit surplus de vitesse grâce à ses performances au portant. Et c'est vrai qu'il a et son expérience évidemment qui a réussi à payer. Voilà. Donc, mais ça s'est vraiment pas joué à grand chose. On a eu un peu peur jusqu'au dernier moment parce que jusqu'à la bouée de Basse-Terre, c'était un peu un coup je suis devant, un coup je suis derrière. Donc voilà. La jauge de la classe Ocean 50 fait en sorte que les bateaux restent le plus homogène possible. Il y a des bateaux, on a vu sur la Transat Jacques Vabre l'année dernière, c'est Sébastien Rogue qui avait gagné sur un bateau mis à l'eau en 2009. Malgré tout, on retrouve aux 2 premières places les 2 bateaux mis à l'eau les dernières fois, donc en 2021. Je crois que c'est 2 bateaux qui datent de 2021. Il y a une forme de logique quand même. Bah oui, c'est sûr qu'on est plus content du résultat de cette année que celui de l'année dernière. Oui, il y a une certaine logique. Les skippers, je pense, Erwan comme Quentin l'ont dit à l'arrivée, hein, le niveau d'engagement et le rythme qu'ils ont dû tenir à ces vitesses-là et dans les conditions, particulièrement la première semaine, c'est évident que les bateaux plus protégés les skippers étaient capables de tenir des moyennes plus élevées, quoi. Sébastien Roque, qui est arrivé 3e, l'a dit à l'arrivée, mais le rythme a été très dur et j'aurais aimé être sur un bateau plus protégé, quoi. Donc il y a vraiment, c'est sûr que il y a une certaine logique, c'est les bateaux les plus performants et en plus les plus protégés, donc qui ont pu être menés de manière optimum, quoi. Pour revenir rapidement sur la classe ultime, tu disais qu'il y avait un peu maintenant 2 divisions. Comment faire en sorte qu'un bateau comme l'ancien Massif de François, qui est l'actuel d'Yves Le Blavec aujourd'hui, reste le plus compétitif possible par rapport aux bateaux vraiment volants? En fait, l'avantage de ces plateformes, c'est qu'elles sont quand même assez évolutive, et on sait bien qu'à ces vitesses-là, de toute manière, le gros de il y a plein de paramètres, mais un des paramètres importants, c'est les appendices, bien sûr. Donc avec cette plateforme qui a été conçue en 2013-2014, on savait qu'elle aurait des phases d'évolution. Et encore aujourd'hui, cette plateforme, on peut lui, moyennant... alors le problème, c'est que c'est des chantiers qui prennent un peu de temps, parce que ces appendices-là mettent beaucoup de temps à être fabriqués. Mais on peut faire des foils plus grands, des safrans plus profonds pour voler plus haut, moyennant quelques renforts de plateforme. C'est possible, quoi. Il faut simplement prévoir et bien anticiper, parce que ça prend du temps. Les délais sont importants. Et c'est au programme ? C'est en discussion. Joker. Antoine, parlons maintenant de la classe IMOCA. Tu disais 34 bateaux à l'arrivée sur 38, 2 bateaux de génération 2020 qui terminent en tête devant 4 bateaux de génération 2020, on va pas dire 24, mais qui ont été mis à l'eau cette année. C'est une forme de logique aussi que ces 2 bateaux qui sont quand même les plus optimisés, hein, Link Out et Apivia, restent un petit peu au-dessus. Oui, parce que la route du Rhum, c'est un jeu assez particulier, c'est vraiment un sprint. Et pour le sprint, en fait, d'un côté, il faut que le skipper il soit capable de pousser son bateau à 100% ou 110%. Donc c'est vrai que la capacité du skipper à être tout de suite dans les bons réglages et à enchaîner les manœuvres de façon quasi automatique, c'est vraiment le résultat d'expérience et de travail qui a été fait pendant 3 années. Et puis après, la fiabilité générale du bateau.
C'est pareil, quand le bateau il est entièrement débugué, entièrement fiable, c'est vrai que le skipper il peut attaquer et sans arrière-pensée, alors que sur des bateaux plus récents, à chaque fois qu'ils prennent un riz, à chaque fois qu'ils vont descendre un foil, ils vont vérifier que c'est quand même bien, que tout est en place. Et tous ces petits temps-là mis les uns derrière les autres, ça fait que sur le sprint, il y a une différence qui se fait. Donc c'est vrai que sur cette course, on a vraiment vu que les deux bateaux, expérimentés, ils étaient un cran au-dessus, depuis du départ jusqu'à l'arrivée. Cependant, les bateaux génération 2022, ils sont pas loin, beaucoup moins loin que ce qu'on attendait, d'une certaine mesure. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a certaines phases où ils ont été très très vite, les bateaux. Vous regardez par exemple Biotherm à la sortie du front, ou certains moments avec Charal où vraiment ils allaient plus vite que les autres. Après, il y a aussi un truc, c'est que pour trouver les bons réglages au portant, c'est assez complexe. Donc là, on a vu que tout de suite, Apivia et Advance, ils avaient les réglages et ils avaient la vitesse, alors que les 4 derrière, ils ont mis 1 ou 2 jours avant de trouver vraiment le rythme. Mais après, dès que ça a commencé à fonctionner, on a vu notamment Charal qui arrivait à avoir des phases qui étaient plutôt intéressantes. Donc oui, c'est une course d'expérience, la Route du Rhum. D'ailleurs, c'est souvent le couple le plus expérimenté skipper-bateau. Donc, il y a 4 ans, c'était Alex Thompson et Paul Meillat qui étaient les animateurs. Il y a 8 ans, c'était donc François Gabard avec Massif. On a eu donc à chaque fois, c'est vraiment le résultat plutôt du couple skipper-bateau qui a été le plus solide dans les 3-4 dernières années, qui sort son épingle du jeu. Bon, mais c'est vrai que l'autre surprise, c'est de voir que les nouveaux bateaux sont là, sont pas loin, et sont, je dirais, suffisamment pas loin pour qu'à mon avis, à la Jacques Vabre l'année prochaine, ils seront devant. Ouais. Olivier, est-ce que le poids des data est aussi important sur les IMOCA qu'il est sur les ultimes, par exemple? Ah oui, aujourd'hui, un IMOCA, c'est un système très complexe et il y a à peu près exactement les mêmes éléments qu'on peut retrouver sur un ultime. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, la différence avec les ultimes, c'est que tous les ultimes sont équipés pour collecter ces données et les traiter. Les IMOCA, ça vient, il y a différents niveaux. Les équipes ne sont pas au même niveau de ce côté-là. Maintenant c'est à peu près pareil. Et justement, l'accessibilité, elle est très importante sur des équipes qui aujourd'hui ne sont peut-être pas suffisamment dimensionnées. L'écosystème autour de la donnée, on est aussi en train de le créer, donc il n'est pas forcément complètement encore accessible aujourd'hui et on y travaille. Il y a des équipes moyennes qu'on n'avait peut-être pas pensé au début venir vers la donnée et qui en milieu de saison sont venues facilement vers la donnée et on leur apporte des réponses très faciles. Donc voilà, les systèmes deviennent très complexes et justement, je rajouterais juste un petit truc, on a parlé beaucoup d'investissement. Aujourd'hui, on a beaucoup investi dans le matériel, dans le dur, dans le bâtiment, ce qui est quelque chose de naturel, tout le monde fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il faut aussi investir dans des choses qui sont un peu moins immatérielles. Il faut investir dans l'humain, il faut investir dans les process, dans les méthodes, pour développer justement l'apprentissage et la connaissance. Et ça, c'est peut-être une étape qu'on doit aussi collectivement passer. Et pour pouvoir aussi gérer et ingérer quelque part tout ce développement qui se fait en ce moment, qui est quand même un petit peu rapide et violent. Oui, justement, je voudrais rebondir un petit peu là-dessus, c'est que ce qui est intéressant quand on regarde les performances des bateaux portants, c'est que globalement les bateaux ils ont tous le même mât, donc le même plan de voilure, donc tous le même moteur. On peut imaginer que les châssis avec les foils et les coques, c'est aussi assez comparable entre certains bateaux. Et pourtant, il y a des très grosses différences de performance. Et si on regarde dans le groupe des 7-8 premiers, on voit qu'il y en avait vraiment 2 qui étaient 10% plus vite pendant 2 jours et que cette différence-là s'est largement réduite au fur et à mesure. Donc en réalité, les IMOCA, c'est des bateaux assez compliqués parce que ça traîne du plomb, parce que c'est des monocoques. Et du coup, d'arriver à trouver les réglages et l'utilisation. Il y a vraiment un travail assez fondamental qui est à faire, et c'est des bateaux qui sont assez enfin, il suffit pas d'avoir le potentiel, il y a vraiment un travail du marin derrière pour réussir à transformer ce potentiel en de la performance qui est extrêmement pointue. Et sur cette course-là, on l'a bien vu, parce que sur la quantité de bateaux qui étaient potentiellement des bateaux performants, on a vu que les skippers, ils ont eu du mal à se mettre tous au même niveau, quoi.
et que c'est pas les options qu'on fait la différence, c'est vraiment la façon dont ils ont tiré sur les bateaux. Xavier, VPLP Design a dessiné aussi Malizia Sea Explorer, le nouveau bateau de Boris qui termine un petit peu plus loin sur cette route du Rhum. C'était quoi, un choix un peu conservateur de sa part? Parce qu'on rappelle qu'il dispute, qu'il prend le départ de The Ocean Race le 15 janvier à Alicante avec là pour le coup de gros objectifs. C'était un peu une régate d'entraînement entre guillemets pour lui. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un premier bilan avec lui? Premier bilan, oui, en effet, avec lui puis avec son équipe, il est forcément déçu à l'arrivée. En fait, il a eu beaucoup de soucis, plein de petits soucis techniques. Hein. Le bateau, il a été mis à l'eau au mois de juillet. Alors, je sais, Antoine me dira, il y a d'autres bateaux qui ont été mis à l'eau plus tard et qui ont mieux marché. Il s'avère que c'est un bateau neuf. Il y a effectivement l'objectif ultime, c'est la Volvo Ocean Race l'année prochaine. La route du Rhum, il fallait la faire. Ça lui permettait de se qualifier pour le Vendée Globe, donc c'était important de la faire et de la finir. Voilà. Forcément, il s'était mis des objectifs de performance meilleurs. Il a eu, encore une fois, un certain nombre de soucis, notamment au niveau de ses foils, dont il n'a pas pu se servir la dernière semaine. Donc, les performances, forcément, elles en sont pas mal altérées, quoi. Eric, vous êtes aujourd'hui, surtout spécialiste de la classe 40. Vous avez dessiné au sein du cabinet Marc Lombard des IMOCA, et je crois qu'il y en avait encore un ou peut-être un ou deux sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. Comment vous voyez un petit peu, comment tu vois cette classe IMOCA? Il y a beaucoup d'architectes qui sont engagés sur la dernière génération de bateaux. Est-ce que vous essayez de vous positionner? Quel est un peu ton regard sur cette classe IMOCA? Alors, on aimerait bien y revenir, évidemment. Du coup, comme on n'y est pas encore, on a un petit regard critique. Forcément, quand on voit les performances des classes 40, qui sont des bateaux très simples, qui font 6 mètres de moins qu'un IMOCA, qui coûtent à peu près 10 fois moins cher, et qui ne sont pas si loin derrière, sur une transatlantique uniquement, forcément, ça interpelle. Et alors, évidemment, tous les marins de la classe IMOCA ne sont pas du niveau d'un Corentin Douguet ou d'un Yoann Richomme, mais voilà. Donc, trop de complexité, des fois, fait que les marins n'y arrivent pas. Et il faut être dans les meilleurs, il faut avoir des énormes équipes, comme Olivier l'a expliqué tout à l'heure, pour exploiter les données, progresser et fiabiliser les bateaux. Voilà, donc la classe 40, pour le coup, est un peu l'antithèse de ça, même si les budgets augmentent. Je veux dire, un classe 40, il y a 8 ans, coûtait à peu près 2 fois moins cher qu'aujourd'hui. Mais voilà, un classe 40 mis à l'eau en juillet ou en août, il performe très très bien, il fait 1 et 2 sur le podium de la route du Rhum. Et ça, c'est effectivement beaucoup plus compliqué à y arriver sur des bateaux plus complexes. Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Si ta question c'était de savoir si on voulait y revenir, oui, on aimerait bien. On a été contacté après le Vendée Globe par 2 équipes, sauf que les temps de mise en route des projets étaient très courts. Il fallait que les bateaux soient mis à l'eau très vite. Et en fait, on a renoncé parce qu'on voulait faire du bon boulot et qu'on n'avait pas le temps de faire du bon boulot en 3 mois. Voilà. Justement, quel est un peu ton avis sur par exemple, la stratégie qui est suivie par quelqu'un comme Jean Le Cam, qui lui a choisi justement de faire un nouvel IMOCA qui aura une forme un peu en SCO, avec par contre des dérives droites? Elle est très intéressante. Après, la jauge ne favorise pas du tout ce genre de conception, mais elle reste néanmoins très intéressante parce que justement, comme un bateau comme ça est beaucoup moins complexe, en fait, on exploite beaucoup plus facilement 100% des performances que sur un bateau très complexe. Et évidemment, quand on limite les appendices, les foils et la complexité, en général, sur un Vendée Globe, Jean l'a montré, plusieurs marins l'ont montré, mais Jean spécifiquement, il y a 2 ans, voilà. Donc non, le projet est super intéressant. Après, la jauge malheureusement, ne favorise pas vraiment ce genre de conception. Renaud, toi, quel est un peu ton regard d'architecte sur cette classe IMOCA? Mon regard d'architecte est forcément très intéressé. Moi, je pense que c'est assez passionnant. C'est des bateaux qui sont très pointus, où il y a énormément de choses. Après, moi, j'ai participé à des IMOCA il y a pas mal d'années au sein du cabinet VPLP. Ça date. Aujourd'hui, nous, on ne se positionne pas sur les IMOCA. D'abord, moi, j'ai une image très multicoque. Et j'ai discuté il y a quelques années sur des projets IMOCA, mais après, c'est un choix de... Disons que pour faire un IMOCA, ça demande beaucoup d'énergie commerciale, avec peu de garanties. On n'est
petite équipe. On n'est pas une petite équipe, parce qu'aujourd'hui, on est quand même 7 personnes à mon bureau. Donc ça commence à être, moi je trouve, une grosse équipe, personnellement. Écoute, on n'a pas fait ce choix d'essayer de développer cela, parce que je pensais que ça allait me prendre beaucoup trop de temps à essayer de trouver des skippers et de les emmener. Il y a aussi une difficulté toujours dans ces grandes classes, c'est qu'il y a des phénomènes, et ces phénomènes, ils proviennent effectivement souvent de précurseurs. C'est-à-dire, il y a un précurseur qui va choisir de faire différemment, on a eu les Finoconques, on a eu des Lombards, on a eu des VPLP Verdier, on a eu des Verdier, on a des Manuards. Et ça, c'est la bonne chose, mais c'est à des temporalités assez éloignées. Et après, ça s'enchaîne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui joue contre les je ne vais pas dire les jeunes équipes, parce que si je dis que je suis une jeune équipe, tout le monde va rigoler, mais on est certainement les moins vieux, hein, parce qu'on parle de mes concurrents, enfin les gens, mes collègues, je vais dire, c'est des boîtes qui ont 40 ans, c'est des boîtes qui ont 10 ans même, pour Verdier, 10 ans de plus que la mienne. Donc on reste les moins vieux ou les petits jeunes. Et effectivement, ça prend du temps. Et souvent, ce qui joue un peu contre les nouveaux, c'est l'effet outillage. C'est-à-dire que dès qu'il y a des équipes qui ont des moyens, eh ben, ils commencent à faire des outillages et ils commencent à avoir des études qui tournent. Et quand on est dans une temporalité, un timing qui est serré, ben, c'est toujours plus facile de dire il y a déjà une étude qui existe, il y a déjà un outillage qui existe. Et c'est très difficile de pouvoir intégrer, ça prend du temps de pouvoir intégrer une grande classe comme l'IMOCA. Eric, on va parler de la victoire de Johan Richomme en classe 40. Il s'était imposé déjà en 2018 avec un bateau que vous aviez conçu, le Lift 1. Il regagne cette année avec un Lift 2, donc une évolution de ce premier bateau. On a l'impression que c'est un peu la même formule gagnante, à savoir un bateau conçu pour être performant au près au reaching sur la première partie de la course et un marin capable de pousser quand il le faut. Ouais, en résumé, ça fait à peu près ça. Il faut aussi le talent et le boulot d'un Johan Richomme pour y arriver. Hein. C'est pas parce que le bateau est bon que ça fait gagner tout de suite. Il a été aidé en plus en cela par Corentin Douguet, avec lequel il a navigué quasiment toute l'année. Puis après, il faut avoir un peu de bol quand même. Mais oui, nous on est quand même très, évidemment, on est très très heureux de bosser toujours avec Johan, qui est un très grand pro. On est super content du résultat parce que les deux bateaux qui ont traversé ont absolument zéro souci de structure, et ça c'est un petit challenge, parce que même si c'est la petite classe de la route du Rhum, ça reste des bateaux qui sont très soumis structurellement, et c'est les plus extrêmes en termes de forme, et c'est ceux qui se lament quasiment le plus maintenant, et c'est même presque les plus infernaux à naviguer. C'est en tout cas le retour des skippers. Et donc voilà, et comme il y a un poids de jauge en classe 40 que tout le monde essaye de respecter, évidemment. Donc le challenge, c'est d'arriver à faire le bateau au poids minimum, mais qui soit costaud. Et tout le monde n'a pas réussi ça. Alors c'est aussi lié au fait que la classe 40 est atypique dans ce milieu-là, puisqu'il y a une notion de construction de petites séries, notamment chez Pogo, chez JPS. Et donc il y a un côté très économique de l'histoire. C'est pour ça que ces bateaux-là sont beaucoup moins chers que les autres. Mais voilà, donc oui, nous on est évidemment très très heureux d'avoir pu refaire, en tout cas aider Johan à refaire son doublé sur la route du Rhum. Quel était un peu le cahier des charges de ce bateau, et quand tu compares un peu avec les autres plans qui étaient alignés au départ de cette route du Rhum, est-ce que vous constatez beaucoup de différences selon les allures, ou est-ce que finalement les bateaux sont quand même assez proches? Bon, les bateaux sont assez proches, la jauge est quand même assez bien faite, il y a un cadre, les derniers bateaux se ressemblent quand même beaucoup. Après, il y a des différences. Nous, clairement, on a fait des bateaux qu'on cherche homogènes au maximum, mais avec des points forts sur toute la première partie de la polaire, le près jusqu'au reaching, quoi, parce que ça fait des gros écarts souvent pendant la première semaine, et on a vu que les performances étaient quand même assez proches entre pas mal de bateaux. On a même été étonnés que certains qui étaient réputés pas très bons au près s'en sortaient pas si mal finalement. Et donc finalement l'usage des défauts ou d'une moindre performance constatée au large peut être compensé par des choix de route très intelligents. Voilà, donc en gros ça reste de la course au large, hein. C'est d'abord une histoire de marin et de fiabilité technique, et c'est ça qui fait le résultat à la fin.
Xavier, vous étiez avec VPLP aussi impliqué sur cette classe 40. C'était des débuts pour vous dans cette classe. Hein. Vous étiez jusqu'ici surtout spécialisé dans les multicoques et aussi les IMOCA. À l'arrivée, Martin Lepape termine 9e, Nicolas Destet 15e, William Matelin-Moreau 16e, Andrea Fornaro 21e. Quel est un peu le bilan que vous faites de vos claques 40 sur cette route du Rhum? Effectivement, comme tu l'as dit si bien, on était un peu les petits nouveaux dans la classe, donc on a essayé de regarder un peu ce qui se faisait déjà, forcément, ça passe par là. Et en fait, ce qu'on a remarqué quand même, c'est qu'à part les figaristes qui ont mis un niveau très très élevé, dans toutes les courses d'avant-saison et sur cette course en particulier, le couple gagnant, c'est souvent quand même un architecte qui revient qui revient pour la deuxième ou troisième fois, un chantier, c'est pareil, qui a l'expérience de plusieurs constructions, et un marin qui en a fait plusieurs. Voilà. Donc, nous, on n'avait aucun de ces trois paramètres, donc c'était forcément un peu moins évident. Nous, c'est vrai qu'on a fait le choix de typer beaucoup le bateau pour le portant, donc à l'inverse de ce que vient de dire Eric. Donc on savait qu'on avait un petit déficit au pré et au reaching dans la première partie de la course. On n'avait sans doute pas anticipé que la différence se ferait à ce niveau-là. Voilà. Donc, mais le bilan, on n'a pas débriefé encore avec tous les marins. Le bilan est pas mauvais. Il est évidemment un petit peu mitigé, mais on a pas mal de pistes d'amélioration pour la suite et on espère que c'était un premier galop d'essai et qu'on en fera d'autres derrière. Ouais, il y a une suite au projet alors. Oui, bien sûr. Vous avez aussi travaillé avec Roland Jourdain sur son bateau We Explore, hein, c'était un catamaran qui a terminé 2e de cette route du Rhum destination Guadeloupe en catégorie Rhum Multi. C'est un bateau particulier parce qu'il a construit le pont en partie en fibre de lin. Quel est un peu le retour d'expérience de cette première c'était un véritable test pour vous? C'était un test pour Roland Jourdain aussi. Quel est un peu le retour que vous faites de cette grande première? Super positif. Je crois que le but premier de Roland Jourdain, c'était de traverser l'Atlantique sur son bateau et de prouver justement qu'il y avait moyen de faire les choses différemment. Donc ça, c'était son premier objectif. Il n'avait pas trop d'objectifs sportifs, je pense. Et puis petit à petit, il s'est pris au jeu, évidemment. C'est quand même un ancien compétiteur, enfin un compétiteur toujours. Donc voilà. Donc je crois que la victoire s'est pas faite à grand chose. C'est pareil pour une histoire de plomb. Hein, donc il finit 2e derrière Loïc Escoffier. Il était très content à l'arrivée, avant tout pour son projet, parce que ça fait de la lumière sur ces matériaux éco-responsables et une manière de faire différemment les choses, quoi. Donc, et vous, est-ce que ça vous encourage à aller plus loin? Bien sûr, mais on discute déjà avec le chantier Outremer. Donc c'est un ancien. En fait, ce bateau-là, c'est un Outremer 5X, 59 pieds, qui a été dont le pont a été construit à 50% en fibre de lin. Donc c'est une évolution de ce bateau-là de série, et on discute évidemment avec le chantier pour pouvoir proposer cette solution en standard ou en option en tout cas à d'autres clients. Donc c'est pour nous comme pour le chantier, c'était également un galop d'essai, quoi. Éric, Renaud, est-ce que ce sont des problématiques que vous étudiez aussi? C'était l'éco-conception, j'imagine que ça fait partie des pistes que vous souhaitez développer dans les années qui viennent? Oui, on a eu la chance, là, nous, cette année, de travailler avec l'équipe de Lalou sur le projet de Kenny, qui est un bateau un peu test, intégralement réalisé en résine hélium, plus AMPET, c'est ça. Et ce qui fait que ce bateau-là était potentiellement 100% recyclable. Alors on a eu quelques déconvenues et Kenny s'est arrêté, mais c'est parce qu'en voyant son bateau à Saint-Malo, il avait un petit choc avec une bouée, enfin bon bref, donc il a eu quelques dégâts à réparer pour traverser. Il est reparti, je pense qu'il est arrivé cette nuit ou ce matin là. On est content pour lui. En fait, cette nouvelle résine est maintenant, elle est présente au salon aujourd'hui. Beneteau présente son First 44 intégralement réalisé en résine hélium. Et ça, c'était un sacré pas en avant. Beneteau a un peu doublé tout le monde là
en annonçant, en présentant ce bateau, et c'est bien parce que ça va permettre de. Alors, c'est pas forcément hyper intéressant parce qu'on va pas brûler ces bateaux-là tout de suite, mais en tout cas récupérer les matériaux. Par contre, ça permet de récupérer les chutes, et dans les chantiers, ça savent bien qu'on produit beaucoup de chutes quand on fabrique, et de pouvoir récupérer et les tissus et la résine des chutes, c'est toujours quelque chose de très positif. Renaud? Oui, c'est quelque chose qui est fondamental. Nous avons créé cette année un laboratoire qui s'appelle Maritime Lab, qui est un laboratoire commun avec l'école polytechnique de Palaiseau, Paris, avec INRIA et CNRS. C'est des mathématiques appliquées à la transition énergétique maritime. Donc on est totalement impliqué là-dedans. Je suis impliqué à un autre niveau, qui est que je suis aussi, comme je m'ennuie un peu, je suis aussi maître de conférence à l'école d'architecture de Nantes, où il existe un master spécialisé d'architecture navale, et sur lequel on crée petit à petit une spécialisation sur l'éco-conception. Maintenant, pour moi, l'éco-conception, elle va bien au-delà de la matière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des solutions matières qui apparaissent et qui peuvent être intéressantes, mais l'éco-conception, elle prend en compte tous les éléments de la méthode, tous les éléments qui partent du départ, du cahier des charges, de l'usage, d'interroger le besoin avant d'en choisir des matériaux forcément plus respectueux, mais aussi un élément qui est fondamental et qui va plutôt dans le bon sens dans notre industrie, qui est la durabilité. Voilà. Donc, forcément, un navire qui va durer 40 ans, 50 ans, eh ben, c'est fondamental justement dans son impact et dans sa conception. Et justement, pour une fois, c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens pour la course au large. Antoine en a parlé, c'est qu'effectivement, il paraît fondamental que les bateaux de course que l'on fait aujourd'hui, ils puissent avoir une vie longue. Antoine, justement, on va terminer par toi. Vous travaillez aussi sur ces sujets au sein de la classe IMOCA. Est-ce que tu peux nous en dire plus, où vous en êtes aujourd'hui? Effectivement, un peu comme tout le monde, on essaie d'avancer sur ces sujets-là. Donc nous, notre stratégie, elle a été déjà d'essayer de mesurer un petit peu où on en était, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont assez complexes, donc c'était important d'avoir des bases. Donc en fait, on a fait tous les bateaux qui sont en construction ou qui ont été mis à l'eau cette année, on a fait un ACV pour ces bateaux-là, donc une étude de l'impact en CO2 de la construction de ces bateaux. Donc ce qui était intéressant, c'est que donc il y en a eu 7 qui ont été faits, et il y en a encore 6 en construction. Donc ça a été fait par la même personne et le même logiciel. Et par contre, les bateaux, ils ont été fabriqués à différents endroits. Donc on a 22 chantiers qui ont joué le jeu de rentrer justement assez profondément dans la façon dont on construisait ces bateaux. Et on a plus d'une centaine de pièces qui sont mesurées sur chaque bateau. Et donc là, on est en train de dépouiller les premiers résultats. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, au-delà des matériaux utilisés, en fonction des différents chantiers, il y a des techniques ou des façons de se fournir un peu différentes, et que ça peut apporter un certain nombre de vraies différences sur le résultat final. Donc ça va nous permettre d'échanger avec ces différents chantiers et de regarder, peut-être pour certains, d'évoluer un petit peu dans leur méthode de construction, et peut-être pour d'autres, d'être aussi rassurés sur le fait qu'ils ont aussi déjà bien travaillé, parce que c'est vrai que les chantiers, on a tendance en ce moment à les mettre un peu au pilori, mais il faut voir quand même que ça fait qu'il y a un travail fondamental qui a été fait dans la majorité de ces entreprises depuis nombreuses années, hein, déjà pour la qualité et la santé des salariés, mais aussi déjà sur la façon de construire. Donc c'est vrai que ces ACV, ça met en avant aussi le fait qu'il y a déjà eu vraiment des gros efforts de fait, et c'est bien aussi de mettre de temps en temps ça en avant, mais qu'il y a encore potentiellement d'autres voies. Après, on a un sujet qui est quand même un sujet assez fondamental, c'est le problème des moules, en particulier sur les bateaux qui sont un peu des prototypes, hein, c'est-à-dire qu'on ne les fabrique pas en série. Donc le moule, il existe déjà. Donc le problème, c'est qu'effectivement, c'est une forte part de l'impact de la construction des bateaux prototypes.
Donc là, il y a aussi potentiellement des pistes pour essayer de trouver des solutions un petit peu meilleures pour fabriquer ces moules. Donc ça, c'est pour la partie. Et donc du coup, le résultat de ces différentes mesures, ça va être donc effectivement de faire évoluer les chantiers. Donc ça va se faire, je dirais pas forcément publiquement, ça va se faire plutôt entre nous. Mais derrière, ça peut aussi, ça risque. C'est aussi la base de la prochaine évolution de règles des IMOCA qui aura lieu en 2024, qui va s'appuyer aussi sur ces résultats. Donc on va voir comment on va réussir à les utiliser. Donc après, on a deux autres pistes sur lesquelles on travaille. Il y en a une, donc c'est ce qu'on appelle la voile verte. Donc là, on travaille avec les principales voileries qui fournissent des voiles sur les bateaux IMOCA. Et l'idée, ça a été de trouver des critères qui permettaient qu'on arrive à diminuer l'impact de la production de ces voiles. Donc ça n'a pas forcément été simple de trouver les bons critères, ça a pris pas mal de temps. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé une formule qui est relativement efficace et qui est partagée avec la majorité des voiliers. Et du coup, on va réussir à labelliser globalement un certain nombre de voiles qui seraient voiles vertes. Et chaque bateau devra avoir une voile verte à partir de 2023 sur les 8 voiles qu'il embarque sur une course. Donc ça, c'est un sujet qui a été assez complexe à mettre en place, mais qui donne un vrai élan, je l'espère, aux différents voiliers. Et après, le troisième point, c'est justement sur les nouveaux matériaux ou les biomatériaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le bateau en carbone époxy, pour ce qu'on a besoin d'en faire, donc nous, on est quand même des bateaux qui font le tour du monde, et donc il faut des bateaux qui sont quand même relativement solides. Aujourd'hui, c'est difficile de fabriquer des bateaux autrement qu'en carbone et en époxy. Et il n'y a pas forcément de technologie alternative qui soit, je dirais, dans un même gamme de prix et qui peut être mis en place rapidement. Donc on n'a pas forcément d'alternative à ça. Par contre, on a énormément d'autres pièces sur le bateau qui sont moins structurelles, qui sont moins sollicitées. Et du coup, on a challengé les équipes en proposant qu'il y ait jusqu'à une centaine de kilos de pièces qui sont sur le bateau et démontables, qui, si elles sont faites en matériaux alternatifs, et ben en fait, on peut les enlever du poids de jauge. Et en réalité, ce poids de jauge, il est assez important dans la performance du bateau, parce qu'on a une jauge qui est basée sur la hauteur du centre de gravité. Et ça, du coup, ça peut vite être un vrai avantage. Et donc, on a un certain nombre d'équipes qui ont pris ça en main. Et on est arrivé au bout d'un an déjà avec 7 ou 8 équipes qui ont proposé des innovations auxquelles on ne s'attendait pas du tout, avec différentes approches. Donc, les Allemands, ils ont travaillé avec une société qui s'appelle Greenboat. Ils ont proposé des panneaux faits différemment, notamment pour les trappes de visite. Les Américains, ils étaient aussi avec des fournisseurs locaux qui ont proposé des choses. On a des gens comme Apicil qui ont pris une jeune doctorante qui a aussi une approche différente. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une règle qui est incitative et qui pousse à la compétition, je dirais, notre domaine, parce qu'on on a la chance d'avoir des budgets, on a la chance d'avoir des ingénieurs, on a la chance d'avoir les pilotes d'essai qui vont avec, et on a la chance d'avoir un milieu qui repose sur la compétition. Donc du coup, de challenger aussi les designers pour essayer de trouver des solutions, c'est quelque chose qui a bien marché, et on arrive à des résultats aussi qui sont assez intéressants. Et le dernier point sur lequel on travaille, c'est aussi donc le recyclage. Là, on travaille avec une boîte en Angleterre sur le recyclage pour le coup, des bateaux en carbone époxy. On leur a livré 300 kilos il y a quelques semaines, et là, on a les premières matières recyclées qui ont été livrées à certains teams qui vont fabriquer des pièces avec ça. Et là, on leur en a relivré encore 800 kilos là, qui sont partis juste avant la route du Rhum. Et du coup, on devrait continuer d'avoir des matériaux issus du recyclage pour fabriquer des pièces. Eh bien, très bien, ça sera le mot de la fin. Donc, première voile verte sur la Bermude Mill Race en mai prochain ? Bah oui, de fait, oui. Merci beaucoup, messieurs, pour cette conférence qui était très, très intéressante, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Rolarge Innovation, qui va être mise en ligne dans quelques heures sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup, bon hiver à tous, et on se retrouve tous, j'imagine, en début de saison prochaine pour travailler sur vos projets respectifs. Merci beaucoup.